Éric David, bonjour et merci de nous rejoindre pour une deuxième partie de votre immersive. Je rappelle juste que vous êtes professeur émérite de droit international de l'Université libre de Bruxelles. Notre deuxième sujet, ça serait l'implication de la France dans la filière d'exfiltration de ressortissants français. Les cas les plus récents, le franco-libanais Carlos Ghosn, exfiltré du Japon vers le Liban, et la franco-algérienne Amira Bouraoui, exfiltrée de Tunis vers Lyon après l'avoir fait fuir par route d'Alger à Tunis. Même modus operandi dans les deux cas, même avocat français ou israélo ou franco-israélien dans les deux cas, maître François Zimri, qui est intervenu pour les deux personnes. Votre grille de lecture juridique de ces deux exfiltrations? Écoutez, c'est pas très compliqué, hein. Il s'agit d'une forme d'évasion dans les deux cas. Il faut savoir que l'évasion n'est pas nécessairement réprimée dans tous les États du monde. Et en tout cas, ce n'est certainement pas un crime de droit international que de s'évader. Hein. Par exemple, si en France, en droit français, l'évasion est incriminée, ce n'est pas le cas en Belgique. Hein. Le droit belge n'incrimine pas l'évasion. Hein. On considère que le besoin, le droit à la liberté, en quelque sorte, doit primer, et que voilà, si quelqu'un veut quitter d'une prison, et ici, il ne commet bien sûr aucun délit et a fortiori aucun crime pour procéder à cette évasion, il n'est pas punissable pour autant. Simplement, ce qu'il risque, c'est d'avoir évidemment de plus grandes difficultés lorsqu'il sera repris, c'est qu'il risque d'avoir de plus grandes difficultés pour pouvoir obtenir une libération conditionnelle. Il est clair que le tribunal, sur l'application des peines, risque d'être beaucoup plus réticent à l'égard d'une personne qui s'est évadée pour envisager une libération anticipée ou une libération conditionnelle. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle cette exfiltration n'est pas du tout une infraction de droit international et ce n'est même pas un fait, je dirais, pénal qui pourrait donner lieu à poursuite sur le territoire de l'État où la personne exfiltrée se retrouve, pour la bonne et simple raison qu'il s'agit là éventuellement d'une infraction pénale par rapport au droit de l'État dont la personne s'est enfuie, mais pas par rapport au droit de l'État où la personne se retrouve. Le droit pénal est quand même d'application essentiellement territoriale, c'est même, je dirais, l'expression formelle de la souveraineté des États. Les États exercent leur droit pénal sur leur territoire et ainsi que sur les biens relevant de leur juridiction. Hein, je pense aux navires battant leur pavillon ou aux avions immatriculés dans cet État, voire, pourquoi pas, hein, aux objets envoyés dans l'espace, hein, où là aussi, le droit pénal de l'État d'origine de la personne s'applique, ou encore hein, les personnes qui se trouvent dans l'Antarctique, territoire qui ne répond à aucune souveraineté, mais c'est uniquement la compétence personnelle qui va jouer, c'est-à-dire la compétence de l'État en raison de la nationalité de l'auteur d'une infraction éventuelle. Mais une infraction par rapport aux lois d'un autre pays, non, l'État ne doit pas, l'État étranger sur le territoire duquel se retrouve cette personne ne doit pas assurer elle-même la répression de l'infraction qui a été commise à l'étranger, sauf s'il s'agit d'une infraction de droit international. Alors là, c'est différent, bien sûr. Il y aura application de la compétence universelle, ou bien s'il s'agit d'une infraction qui est visée par le droit de l'État où se retrouve la personne exfiltrée, parce qu'il s'agirait d'une infraction prévue à ce moment-là par le droit pénal de l'État. Ainsi, les crimes les crimes ou les délits commis par des Belges à l'étranger, je dis bien, eh bien là, à ce moment-là,
la justice belge peut s'en saisir et peut poursuivre. Mais des crimes et délits commis par des étrangers à l'étranger ne peuvent pas faire l'objet de poursuites en Belgique, sauf s'il y a une demande particulière de la part de l'État étranger et s'il y a un accord à ce sujet entre l'État étranger et l'État où se trouve la personne qui s'est enfuie du lieu où elle se trouvait. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, il y a des accords d'extradition qui interviennent et qui font que s'il y a un accord d'extradition entre l'État où la personne devait purger sa peine et l'État où se retrouve cette personne, alors à ce moment-là, effectivement, ce sont les règles de l'extradition qui vont s'appliquer et l'état d'asile, si vous voulez, entre guillemets, ce n'est pas un véritable asile, hein, l'état où se retrouve la personne qui s'est enfuie de l'état où elle avait été condamnée, devra peut-être renvoyer cette personne dans l'état qui l'a condamnée, à condition, je répète, qu'il y ait un accord d'extradition à ce sujet et que l'infraction pour laquelle la personne a été poursuivie, jugée et condamnée dans l'état dont elle s'est échappée, à condition que cette infraction rentre dans le cadre de ce qui est prévu par l'accord d'extradition entre l'état requérant et l'état requis, c'est-à-dire l'état où les personnes s'est enfuies et l'état où les personnes se retrouvent. Ben, très bien, c'est très clair, mais permettez-moi, on va revenir un peu cas par cas. Les deux cas ne sont pas... j'avais dit qu'ils ont quelques points communs par rapport au mode opératoire, en fait, hein, de cette exfiltration, qu'il s'agisse de Carlos Ghosn, qui est franco-libanais, ou de Amira Bouraoui, qui est franco-algérienne. Par rapport à l'affaire Carlos Ghosn, hein, qui est une plus grosse affaire, il s'agirait d'une affaire financière portant sur des soupçons de malversation financière impliquant Carlos Ghosn en personne, hein, qui était, vous le savez, le PDG de Renault et Nissan. Donc cette alliance Renault-Nissan Mitsubishi ou un truc comme ça s'appelle comme ça la troisième marque japonaise. Je ne sais pas s'il avait, lui, la nationalité japonaise, mais il avait au moins la nationalité libanaise et la nationalité française, et que entre le Liban et le Japon, il n'y a pas d'accord par rapport à l'extradition. D'abord, le cas de Carlos Ghosn. Alors, ce qui concerne ce cas-là, évidemment, je ne connais pas du tout le droit libanais. J'ignore si les faits pour lesquels Carlos Ghosn était poursuivi au Japon sont des infractions qui tomberaient sous le coup de la loi libanaise. Encore une fois, je répète ce que je vous disais. C'est vrai que dès lors que Carlos Ghosn est libanais, qu'il se retrouve au Liban, à supposer qu'il y ait un accord d'extradition entre le Liban et le Japon, il est clair que dans les États dits de droit civil, les États de droit continental, comme c'est le cas pour bon nombre d'États européens, par opposition aux États de common law, comme la Grande-Bretagne, et bien ces États les États de droit civil ou de droit continental n'extradent jamais leurs nationaux. Donc, autrement dit, il serait difficilement pensable que le Liban extrade Carlos Ghosn vers le Japon, à supposer qu'il y a une convention d'extradition entre les deux États, ce que j'ignore. Malgré qu'il fasse, professeur, malgré qu'il fasse l'objet de 4 mises en examen au Japon, 2 pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan, et puis 2 autres pour abus de confiance aggravé, même s'il y a 6 mises en examen. Oui, non, ça n'a absolument rien à voir. C'est clair que même s'il y avait un jugement de condamnation, ça ne change absolument rien au fait que le droit pénal est essentiellement, je répète, d'application territoriale, donc c'est-à-dire sur le territoire de l'État, mais pas en dehors du territoire de l'État, sauf, je répète, lorsqu'il s'agit de situations où l'auteur de l'infraction relève d'un État qui lui applique ce qu'on appelle le principe de la compétence personnelle active. Alors, à supposer qu'effectivement, les infractions
reprocher, imputer à Carlos Ghosn sur des infractions prévues par le droit libanais et qu'elles sont suffisamment importantes pour qu'elles soient constitutives, disons, d'un délit au regard du droit libanais, qu'encore une fois, je ne le connais pas du tout, bien sûr, et bien là, c'est vrai que Carlos Ghosn pourrait être poursuivi au Liban pour ces faits. Mais là, je ne peux pas du tout vous dire si c'est le cas ou non. Par conséquent, il est assez logique, si vous voulez, il est assez logique que Carlos Ghosn, se retrouvant au Liban, et que le Liban, que les faits qui lui ont été imputés ne tombent pas sous le coup, ne sont pas prévus par la loi pénale libanaise, il est assez logique qu'il puisse échapper à toute forme de poursuite au Liban. Et le fait que et le Japon et le Liban soient tous deux membres d'Interpol, est-ce qu'il existe en revanche, par exemple, un accord dans ce sens, un accord d'extradition entre le Japon et le Liban? Non, non, il ne faut pas confondre les choses. Attention, Interpol n'est pas du tout une organisation qui facilite les accords d'extradition. Interpol est simplement une banque de données, si vous voulez, qui permet de retrouver des gens qui sont recherchés, qu'il s'agisse de gens qui ont commis des infractions et qui sont recherchés pour ce fait, ou des gens qui ont simplement disparu. Alors là, à ce moment-là, Interpol intervient parce que Interpol est fondamentalement une sorte d'énorme boîte aux lettres qui donne des informations aux différents bureaux nationaux sur les personnes ou même des objets recherchés, mais pas davantage. L'extradition peut s'inscrire soit dans le cadre d'accords, c'est le plus souvent le cas, d'accords bilatéraux, soit d'accords multilatéraux. Vous avez, par exemple, dans le cadre du Conseil de l'Europe, vous avez une convention européenne d'extradition qui existe, et qui lie un certain nombre d'États membres du Conseil de l'Europe. Alors là, effectivement, la convention peut parfaitement s'appliquer à des cas à des recherches de délinquants. Ou alors, la troisième hypothèse possible, c'est que les faits qui sont reprochés aux délinquants présumés soient des crimes de droit international. Et à ce moment-là, pour les crimes de droit international, là, vous avez toute une série de conventions, ce qu'on appelle des conventions de droit pénal international, qui, elles, obligent les États parties à ces conventions soit à poursuivre eux-mêmes l'auteur du fait en cause, soit à l'extrader vers le territoire de l'État où il est poursuivi. Alors, par exemple, si on reprend je sais pas moi, le cas de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ou de terrorisme ou des cas de trafic de stupéfiants, eh bien voilà autant d'incriminations qui sont ce qu'on appelle des incriminations internationales, et là qui obligent tous les États qui sont partis à l'instrument prévoyant ces incriminations de poursuivre l'auteur de ce fait eux-mêmes ou de l'extrader vers l'État où ce fait a été commis. Et voilà, ce sont les hypothèses où, je dirais, l'exfiltration pourrait avoir des conséquences à l'égard de la personne exfiltrée. Donc, on part du principe que le Liban n'extrade pas ses ressortissants, que Carlos Ghosn est libanais au Liban, bien qu'il ait d'autres nationalités, notamment la française et pas seulement, je crois qu'il est brésilien aussi, peut-être américain. Enfin, c'est un monsieur qui roule toujours sur l'or. Ce que je sais, c'est que le parquet général libanais a interdit à ce ressortissant libanais, Carlos Ghosn, de quitter le territoire libanais. Comment on peut lire cette interdiction de quitter le territoire et qu'est-ce qu'il arriverait, qu'est-ce que risque ou qu'est-ce que risquerait Ghosn s'il venait à quitter le territoire libanais en tant que Libanais? S'il va maintenant se faire encore exfiltrer vers la France, où il est naturalisé français aussi, là-bas. Écoutez, les règles s'appliquent de la manière un peu semblable au Liban et en France. Ce sont deux États de droit civil. Et par conséquent, ce sont des États qui peuvent peut-être exercer ce qu'on appelle la compétence personnelle active. C'est-à-dire, l'État est compétent en raison de la nationalité de l'auteur présumé d'une infraction, dès lors que cette infraction apparaît, généralement, c'est ce qu'on prévoit dans la plupart des législations des États de droit civil, dès lors que
l'infraction en question s'apparente à un crime ou à un délit. Le délit étant bien sûr moins grave que le crime. Mais enfin, c'est quand même un fait d'une certaine gravité. Alors, il est possible que de ce point de vue-là, la loi libanaise prévoit ce genre de choses. Encore une fois, je dis il est possible, je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas un spécialiste de droit libanais, mais dans ce cas, il est clair qu'on peut parfaitement imaginer que, eu égard à la présomption de culpabilité qui pourrait peser sur Carlos Ghosn, eu égard à l'instruction qui a été menée contre lui au Japon, que le parquet général libanais ait en effet le pouvoir d'instruire lui-même cette affaire et que par conséquent, il demande à Carlos Ghosn de ne pas quitter le territoire libanais. Alors, on passe au deuxième cas qui est assez spécifique et les personnages, ils ne sont vraiment pas à comparer parce que, en l'occurrence, là, la deuxième personne, je vous le disais, il s'agit de Amira Bouraoui, qui est médecin de formation, j'allais dire activiste de profession, parce qu'elle n'a jamais exercé la médecine. Et en Algérie, c'était une activiste du Irak, vous savez, ce mouvement de protestation, ces jeunes gens, ces Algériens qui sortaient dans la rue en 2019 pour réclamer le départ de M. Bouteflika, l'ancien président de la République algérienne, et surtout de ne pas lui permettre un cinquième mandat. Donc, cette dame, elle était jugée et interdite de quitter le territoire algérien pour une affaire qui n'a absolument rien à voir avec la liberté d'expression ou les droits de l'homme ou le droit de manifester ou quelque chose. Elle aurait, entre guillemets, porté atteinte à la religion islamique. C'est une femme, comment dire, elle aurait ouvert, vous savez, maintenant c'est devenu tellement facile hein, d'ouvrir sa caméra et commencer à parler au reste du monde sur une YouTube. Et donc elle a donné son avis par rapport à cette religion. Elle a été très très loin dans ses propos. Et, et ça fait longtemps. Donc, je pense qu'elle a été, elle a eu une interdiction de quitter le territoire national pendant 2 ans, mais ils n'ont pas de bracelet apparemment. Si elle avait peut-être un bracelet, on l'aurait. Et puis, comme ça, hein, elle a décidé de ficher le camp. Et parce que dans un passé récent, elle avait épousé elle est française par naturalisation parce qu'elle avait épousé son ex-mari qui lui était algérien mais aussi naturalisé français. Alors pour le coup, donc elle est aussi, elle avait demandé la naturalisation. Elle se trouve en France depuis 2 semaines, mais ça a fait un bouquet entre les deux pays, entre les trois pays, parce qu'elle est passée d'abord en voiture jusqu'à Tunis et de Tunis, je vous mets hein, dans le parfum, et de Tunis, la France intervient et l'exfiltre à Lyon par l'intermédiaire d'un avocat français, donc franco-israélien qui s'appellerait ou qui s'appelle François Zimré. L'Algérie a réagi au quart de tour, elle a fait rappeler son ambassadeur en consultation après cette exfiltration. Qu'est-ce que ça vous, vous, homme de loi, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Je crois que les principes sont à peu près les mêmes que ceux que j'énonçais à propos de Carlos Ghosn. Je vous ai dit, la loi pénale est fondamentalement d'essence territoriale. Elle n'est extraterritoriale que dans l'hypothèse où l'auteur de l'infraction est soit un national de l'État. Apparemment, cette personne est à la fois algérienne et française, si j'ai bien compris. Absolument. Mais elle est française sans avoir jamais vécu en France. Hein. C'est ça. Non, mais enfin, c'est ça. Française par mariage, mais elle est française. Alors, il faudrait voir si les faits qui lui sont reprochés en Algérie, c'est d'après ce que j'ai cru comprendre, sont finalement des faits qui sont l'expression de la liberté d'opinion. Hein, c'est une liberté d'opinion par rapport à la religion islamique, effectivement. Voilà, c'est ça. Elle exprime un point de vue qui est un point de vue qui n'est pas admis par les autorités algériennes, mais qui est un point de vue finalement
je dirais, de pensée, c'est la personne qui s'exprime, et donc là, c'est bien sûr le principe de la liberté d'expression, la liberté d'opinion, et là, a fortiori, c'est un élément qui fait que, en aucune manière, la France n'est tenue de la poursuivre, dès lors qu'elle n'a pas tenu non plus, semble-t-il, hein, d'après ce que vous me dites, je ne connais pas bien, je ne connais pas du tout même les éléments factuels de l'affaire, mais enfin, il ne semble pas qu'elle ait eu des propos injurieux ou diffamatoires qui pourraient là éventuellement justifier des poursuites dans le pays où elle se retrouve, donc en France. Mais si ce n'est pas le cas, si on lui reproche simplement d'avoir exercé son droit à la liberté d'expression et à la liberté de religion aussi, hein, eh bien, a fortiori, ce sont des éléments qui font qu'en aucune manière, elle ne pourrait donner lieu à poursuite en France. Et l'Algérie, elle pourrait, parce que jusque-là, hein, à ma connaissance, je peux peut-être me tromper, l'Algérie n'a pas fait la démarche de demande d'extradition de la part de ses voisins français. C'est ça, mais elle peut le faire? Elle pourrait bien sûr le faire, mais seulement, vous savez, il y a dans quasiment toutes les conventions d'extradition, il est généralement prévu que la personne dont l'extradition est demandée ne sera pas extradée à partir du moment où cette extradition pourrait donner lieu à des atteintes à des règles telles que la liberté de pensée, la liberté de religion, ou dès lors que cette extradition pourrait entraîner une aggravation de la situation de la personne pour des raisons de langue, de race, de religion, d'opinion politique. Dans ces cas-là, il est clair que l'État requis, l'État auquel on demande l'extradition, peut refuser celle-ci dès lors qu'il apparaît que la personne risque de voir sa situation aggravée pour des raisons qui, je le répète, tiennent à sa langue, à sa religion, à ses opinions politiques, à son appartenance ethnique, hein, ou raciale. Ça, ce sont des éléments qui, effectivement, conduiront généralement l'État requis à opposer un refus absolu à la demande d'extradition qui lui serait transmise. Professeur, une personne qui a une double, voire une triple nationalité, quand elle est dans un pays ou un autre, elle est quoi? En l'occurrence, qu'il s'agisse du franco-libanais ou de la franco-algérienne. Madame Bouraoui, en France aujourd'hui, elle est quoi? Elle est algérienne ou elle est française? Quelle est la nationalité qui prévaut? Alors, ce débat n'a d'intérêt qu'à partir du moment où un État veut exercer sa protection diplomatique. La personne en question, elle peut, selon les cas, je dirais, choisir, si vous voulez, faire une sorte de forum shopping en fonction de ses intérêts. C'est-à-dire que si elle a besoin de certains documents, de certains papiers qui relèvent plus précisément des procédures du pays où elle se trouve, elle aura peut-être intérêt à ce moment-là à se prévaloir de sa nationalité, la nationalité de ce pays. Mais si, par contre, elle a besoin de... Prenez l'exemple d'un passeport. La personne en question a besoin d'un passeport. Elle a besoin d'un passeport algérien. Mais elle va aller à l'ambassade d'Algérie, elle va dire « je suis algérienne ». Elle a besoin d'un passeport français alors qu'elle se trouve à l'étranger. Elle va aller dans une ambassade française, elle va dire « voilà, je suis française, je voudrais avoir un passeport français ». Et en général, l'administration lui donnera les papiers qu'elle réclame et ça ne posera pas de difficulté dès lors que sa nationalité est officiellement bien celle de l'État qu'elle sollicite. Maintenant, par contre, en ce qui concerne le cas de l'exercice par un État de sa protection diplomatique en faveur d'un ressortissant, c'est une situation assez différente de celle dont nous parlons ici. Hein. C'est l'hypothèse où le ressortissant d'un État fait l'objet, par exemple, d'actions judiciaires qui sont considérées comme excessives par l'État d'origine de cette personne, et que cet État d'origine, l'État de la nationalité de cette personne, décide d'exercer ce qu'on appelle la protection diplomatique,
c'est-à-dire qu'elle va intervenir pour protéger son ressortissant sur le territoire de l'État où cette personne se trouve, qui n'est donc pas son État national, hein, qui est un État étranger. Et bien à ce moment-là, l'État où ont lieu ces difficultés, ou auxquelles la personne se heurte à ces difficultés, pourra opposer à l'État qui intervient diplomatiquement en lui disant, écoutez, cette personne a une double nationalité, hein, et sa nationalité prépondérante n'est pas la vôtre, mais celle d'un autre État. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, a été reconnu devant la Cour internationale de justice. Il y a notamment une très célèbre affaire, qui était l'affaire Nottebohm, dans les années 50, qui était un ressortissant liechtensteinois, du Liechtenstein, qui avait pris la nationalité du Guatemala, si je me souviens bien, et qui se retrouvait, attendez, il se retrouvait dans un État tiers. Et alors, il faisait état de sa nationalité pour justifier, enfin plutôt l'État qui est intervenu, je crois que c'est le Liechtenstein qui est intervenu en sa faveur, si mes souvenirs sont exacts. Hein. Je vous parle ici de mémoire et je n'ai pas les documents sous les yeux, mais je sais que là, en l'occurrence, la Cour internationale de justice a considéré que la nationalité dont se prévalait l'intéressé était une sorte de nationalité de complaisance qui avait été accordée par l'État, alors qu'il n'y avait pas de véritable effectivité dans les relations entre l'État de la nationalité qui prétendait exercer sa protection diplomatique et la personne protégée. Et là, par exemple, le Liechtenstein s'est vu opposer cette exception d'irrecevabilité de son intervention en disant la nationalité dont vous vous prévalez pour exercer cette protection diplomatique en faveur de votre ressortissant n'est pas la véritable nationalité de cette personne. Elle a des liens bien plus prépondérants avec l'autre État d'origine qu'avec cette personne-là. C'est comme ça qu'effectivement, on a rejeté à ce moment-là la réclamation qui avait été introduite à l'époque par le Liechtenstein. Mais je vous parle ici, encore une fois, de mémoire, et je n'ai pas... je devrais vérifier tout ça dans mes petits papiers. Ce n'est plus tout à fait frais dans mon esprit. Je sais que ce n'est pas votre domaine, tout ce qui est naturalisation, déclaration d'une nationalité, la double nationalité, mais vous le savez bien, au sein même des pays de l'Union européenne, il y a certains pays qui autorisent la double nationalité, il y a d'autres qui l'autorisent, mais avec un certain nombre de conditions, et puis il y a d'autres qui l'interdisent carrément. Par exemple, je pense la Norvège interdit la double nationalité. L'Espagne l'accepte, mais sous conditions. Et puis il y a les Pays-Bas, je pense. Les Pays-Bas, je ne sais plus. Je pense qu'ils autorisent aussi avec des conditions. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que, par exemple, un ressortissant espagnol qui vit en Belgique, qui est même né en Belgique, mais dont les parents sont espagnols, et qui a de facto ou directement, depuis la naissance, la nationalité espagnole, puis il se naturalise belge. L'Espagne, par exemple, va autoriser cette exception, cette double nationalité, avec un certain nombre de conditions, alors que la Norvège l'interdit. Elle n'interdit pas à un jeune Norvégien de devenir belge, par exemple, mais quand il va en Norvège, il n'est que norvégien. Et quand il est en Belgique, il est que belge, par exemple. Je ne sais pas si vous avez, en tant qu'homme de loi, si vous voyez la nuance. Oui, tout à fait. Écoutez, en réalité, l'État accorde sa nationalité ou bien il la refuse. Donc certains États, effectivement, décident d'office de retirer la nationalité d'une personne dès lors que celle-ci en acquiert une autre. Hein, c'est effectivement quelque chose qui existe dans un certain nombre de législations. Hein, mais vous pouvez aussi avoir le cas où les États tolèrent cette possibilité, et puis des cas où la personne d'ailleurs peut se retrouver dans une situation d'apatridie. Vous avez par exemple le cas si vous prenez les États latino-américains, ce qui compte pour eux, c'est
c'est le lieu de naissance de la personne. Pour les États européens, c'est plutôt ce qu'on appelle le ius sanguinis, c'est-à-dire la loi du sang. La personne a la nationalité de ses parents. Et donc, un Argentin plutôt un enfant de parents argentins qui naît en Belgique, ne sera pas considéré comme argentin par l'Argentine, parce qu'il n'est pas né en Argentine, et la Belgique considérera qu'il est argentin parce qu'il est né de parents argentins. Seulement, comme l'Argentine ne reconnaît pas ses nationalités argentines, donc du coup, il se retrouve comme apatride. Alors, c'était un petit peu modifié tout cela dans le nouveau code de la nationalité en Belgique. Nous avons un petit peu modifié tout cela de manière à éviter effectivement ces cas d'apatridie. Mais et, voilà. à accepter pour le coup le cumul des nationalités. C'est ça, oui, tout à fait. Ou en tout cas, l'hypothèse où une personne ne devrait pas se retrouver comme apatride. Et on facilite à ce moment-là l'attribution de la nationalité, par exemple, dans le cas d'espèces que je viens de vous citer, eh bien, puisque l'Argentine ne considère pas cet enfant comme argentin, eh bien, la Belgique pourra lui accorder plus facilement la naturalisation belge parce qu'il est né en Belgique et qu'il vit en Belgique. Eric David, on a parlé de ces deux derniers cas, franco-libanais et franco-algériens, algérienne en l'occurrence, mais l'implication des puissances mondiales dans les filières d'exfiltration existe depuis longtemps et surtout pendant et juste après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, ça, je ne pourrais pas vous donner d'éclairage sur le plan historique de ces pratiques. Là, je n'ai aucune espèce de connaissance, aucune espèce de compétence dans ce domaine. Enfin, voilà, je répète, l'évasion n'est pas considérée comme une infraction dans bon nombre d'États, elle l'est dans un autre nombre d'États, donc ça dépend, encore une fois, et c'est une imputation pénale, une incrimination pénale qui ne jouera que sur le territoire de l'État où la personne s'est évadée. Soit ce n'est pas une infraction, c'est le cas de la Belgique, et bien à ce moment-là, il n'y aura pas de sanction à l'égard de cette personne parce qu'elle s'est évadée, soit l'incrimination existe, c'est le cas de la France, et à ce moment-là, si la personne est de nouveau capturée, eh bien, elle devra subir une peine supplémentaire résultant de son évasion, puisque la loi française incrimine l'évasion. Et vous comprenez quand les Algériens ont rappelé leur ambassadeur en France en considérant que ce que la France a fait, en l'occurrence le renseignement français, parce que c'était le renseignement français à Tunis qui est intervenu en faveur de cette jeune femme, ils ont considéré cela comme de l'ingérence. Oui, c'est une décision et une appréciation purement politique. Ce n'est absolument rien de juridique, c'est purement politique. Voilà, ils ne sont pas contents de la manière dont la France s'est comportée dans ce dossier. Voilà, c'est le droit le plus strict de l'Algérie de retirer ou même de rompre ses relations diplomatiques avec l'État concerné, ici la France. Ça, c'est son droit le plus strict, évidemment. Mais encore une fois, c'est une position politique qui dépend de toute une série de facteurs, qui ne sont plus des facteurs juridiques en général, mais qui sont des facteurs d'appréciation de la situation en cause, des intérêts, des valeurs que l'on prétend défendre et qui apparemment ne sont pas partagées par l'autre État. Ça, c'est quelque chose qui a lieu tous les jours. Très bien, je pense qu'on a fait le tour de la question et j'essaierai peut-être d'inviter un historien pour me parler des réseaux d'exfiltration nazis. Vous savez, tous ces nazis, fascistes, etc., qui ont fui l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça doit être un historien, mais pas un homme de loi comme vous. Oui, je pense que vous avez raison, c'est plutôt le domaine de l'histoire. C'est vrai que là, ce sont des choses que l'on sait un petit peu, je dirais, en tant que grand public, mais que je ne connais pas de manière scientifique. Et je sais que vous êtes très strict et très précis.
Ça a été vraiment un énorme plaisir de vous recevoir pour la première fois sur cette plateforme qui s'appelle l'Immersive et qui est suivie par des milliers de personnes francophones de par le monde, hein, de toute l'Afrique francophone, le Proche et Moyen-Orient francophone, la France, le Québec, la Belgique, la Suisse, j'ai oublié des pays francophones, le Luxembourg. Voilà. Et je serais très ravie, comme je dis toujours à la fin de chaque immersive, elle est ouverte, on y entre sans frapper, sans visa. Revenez quand vous voulez, professeur Eric David. Et Merci. merci encore. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir.